Pour vous, l'amour n'est pas qu'un mot, n'est pas seulement un thème de chanson. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous avez attendu de l'amour, Édith Piaf? Mais ce qu'il m'a donné, le merveilleux, le triste, le tragique, l'extraordinaire. Des déceptions aussi. Je n'ai jamais été déçu. L'amour, c'est un thème qui a été traité de nombreuses fois dans l'histoire de l'art. Donc dans cette vidéo, on va vous présenter 4 œuvres d'amour cachant parfois des secrets, des théories et même une fatalité dans la vie des artistes. Jan van Eyck est un peintre flamand qui est très connu, entre autres, parce qu'il va faire évoluer la peinture en utilisant la peinture à l'huile, qui va permettre un niveau de détail absolument impressionnant. Et c'est vraiment ce qu'on va retrouver dans le tableau dont on va vous parler. Les époux Arnolfini. La scène représente un couple dans la chambre nuptiale, et c'est donc un thème profane, c'est le genre de thème qu'on va avoir de plus en plus. À l'époque de Van Eyck, on va s'éloigner un petit peu des sujets religieux. Les personnages aujourd'hui, ils sont identifiés comme le couple Arnolfini, mais cette identité, elle est un petit peu discutée. En 1516, le tableau, il est décrit comme représentant Ernoul le Fin et sa femme. Ernoul le Fin, c'est un personnage dans les contes, dans les farces populaires, qui est vraiment un personnage cocu. Donc, ça pourrait vouloir dire que ce couple n'est pas si fidèle qu'il n'y paraît. Et c'est là qu'on va commencer à voir un petit peu l'envers du décor. Pour confirmer cette théorie, on va avoir des textes un petit peu plus tardifs qui vont décrire un cadre qui a aujourd'hui disparu, sur lequel on aurait écrit des vers d'Ovide qui se réfèrent à une histoire parlant d'infidélité. Ça confirme un petit peu cette théorie, mais on n'a aucune trace de ce cadre aujourd'hui. L'identification du couple comme le couple Arnolfini apparaîtrait vers 1857, où on se dit que Ernoul le Fin serait le patronyme Arnolfini. On aurait donc Arnolfini, un riche marchand de soie, et sa femme représentée ici. Il y a une autre hypothèse, vous verrez, on en verra beaucoup pour ce tableau, qui dit que Van Eyck se serait représenté lui-même avec sa femme. C'est vrai que quand on regarde son autoportrait de l'homme au turban et les portraits qu'il a pu faire de sa femme, on retrouve quand même certaines similitudes, mais on peut aussi penser qu'il se serait simplement inspiré de lui-même et de sa femme comme modèle. Mais dans ce cas, pourquoi est-ce qu'on représenterait les époux Arnolfini ? C'est un peu bizarre. D'autant plus que, dans le fond du tableau, on a une inscription qui dit « Van Eyck était ici, 1434 ». Donc ça nous permet de dater l'œuvre, déjà, mais c'est une drôle de manière de signer une œuvre qui se fait pas du tout à l'époque, et donc ça confirme la théorie que Van Eyck est présent dans le tableau. Mais est-ce que c'est lui le personnage principal, ou est-ce qu'il est simplement témoin de la scène ? Témoins de la scène, très bien, mais où sont ces témoins ? Et bien si vous regardez bien, on a un très joli miroir au fond du tableau, qui est vraiment un tableau dans le tableau. C'est une œuvre d'art à part entière, ça montre aussi la maîtrise technique incroyable des peintres flamands de l'époque, et surtout de Van Eyck. Dans ce miroir, on voit le reflet de la scène, on voit les époux, et on voit derrière qu'il y a 2 personnages, et donc parmi ces personnages, on aurait peut-être le peintre. Et si vous regardez encore mieux, vous verrez qu'il y a des petites différences entre l'image qui est renvoyée dans le miroir et le couple qui se tient devant nous. Déjà, le petit chien qui symbolise la fidélité a disparu. Ça confirmerait donc la théorie de l'infidélité. Mais on remarque aussi que le couple ne se touche plus, ils ne se tiennent plus la main. Autre détail, on remarque que la femme a l'air d'être enceinte, mais on n'est pas vraiment sûr parce que les robes de l'époque, elles sont assez bouffantes, elles relèvent un petit peu sa robe et donc ça accentue ce côté bouffant, d'autant plus que vous allez voir que il y a des théories qui sont encore plus sombres et qui pourraient vraiment réfuter cette hypothèse de la femme enceinte. On voit qu'au-dessus du couple, on a un lustre avec une seule bougie allumée qui est allumée du côté de l'homme. Du côté de la femme, il n'y en a pas. Il y a une théorie qui dit que cette femme, en fait, elle serait morte, et c'est tout à fait plausible, puisque la femme du marchand de soie Arnolfini était déjà morte en 1434. Donc peut-être que ce tableau est une commande à Van Eyck pour célébrer cette femme, pour se souvenir d'elle. Et cette théorie de cette femme qui serait en fait morte depuis plusieurs années, elle se confirme avec plusieurs éléments. On va avoir déjà autour du miroir plusieurs petites scènes qui parlent de la vie du Christ, qui représentent le Christ. Du côté de l'homme, le Christ est en vie. Du côté de la femme, le Christ est mort. Et on revient au reflet dans le miroir, on voit que les amants, les époux, ne se touchent plus. Et donc ça pourrait symboliser la séparation par la mort des amoureux. Vous voyez donc que ce couple qui, au premier abord, a l'air d'un couple tout à fait banal, amoureux, qui se tient la main avec un petit chien qui est prêt à laisser entrer un enfant dans leur foyer,
il va cacher plein de petits détails qui vont nous raconter une toute autre histoire, plusieurs histoires d'ailleurs, et je vous invite à nous dire en commentaire à quelle théorie vous croyez le plus. Quand on pense à Munch, évidemment on pense directement au cri. C'est vraiment l'œuvre référence que tout le monde connaît, mais évidemment il n'a pas peint que ça, il a peint également l'amour. C'est le cas dans ce tableau que je vais vous présenter ici qui à première vue montre un couple enlacé. On pourrait y voir un élan amoureux, un homme se jetant dans les bras de sa femme en quête de réconfort. Les couleurs sont sombres et les cheveux de la femme surgissent comme une coulée de lave. On dirait des tentacules qui emprisonnent l'homme, c'est assez étrange. Sa silhouette projette une ombre immense et menaçante. On dirait que le couple est plongé dans un abîme inquiétant. L'œuvre portait d'abord le titre de Amour et douleur, donc ça annonce déjà la couleur, avant d'être renommé le vampire. Comme vous pouvez le voir, la femme a le visage plongé dans le cou de l'homme, le baiser devient morsure. Donc je pense qu'on peut dire qu'elle ne réconforte pas son mari, mais elle le dévore. D'ailleurs, dans ses notes de 1890, Munch écrit qu'il faut peindre des personnes vivantes qui respirent et s'émeuvent, souffrent et aiment. Cette attention se retrouve purement ici, et d'ailleurs il a peint plusieurs versions de ce couple. Le peintre Munch naît une époque où la figure du vampire se féminise de plus en plus dans la littérature et dans la peinture, alors qu'à la base elle était beaucoup plus masculine, voire uniquement masculine. D'ailleurs, la femme y est souvent représentée comme hypersexualisée et dévoratrice. Chez Munch, l'amour n'est jamais joyeux, il dévore, il consume, il est violent. Cette vision de l'amour apparaît dans plusieurs de ses œuvres, notamment dans Le baiser qu'il décline à plusieurs reprises. D'ailleurs, on peut penser que le fait qu'il le représente à plusieurs reprises était pour lui un moyen d'exorciser cette obsession qu'il avait. Dans Le baiser, les deux êtres ne font plus qu'un, leurs visages se fondent l'un dans l'autre, presque de manière violente d'ailleurs. Les figures féminines de ces tableaux incarnent donc une séduction à la fois dangereuse et mortelle. L'artiste s'identifie même à Marat, assassinée par Charlotte Corday dans sa baignoire, tandis que le coupable est représenté sous les traits de sa maîtresse, Tula Larsin, érigée en prédatrice ultime. Cette association entre amour et mort s'enracine dès le plus jeune âge chez Munch. En effet, sa mère est morte d'une tuberculose. Mais il n'y a pas que sa mère, d'ailleurs, il y a également sa sœur. Il y a vraiment de quoi traumatiser un enfant. En effet, il ne s'agit pas du même type d'amour, mais je pense que ces deuils ont fortement influencé sa manière d'aimer et sa manière de le représenter. Né au Danemark en 1886, Gerda va suivre des études d'art donc à l'École royale des beaux-arts de Copenhague dès 1902. C'est là qu'elle va rencontrer son grand amour avant sa transition. Le couple se marie en 1904 et s'installe à Paris en 1912 où la vie est beaucoup plus libre et ce couple va commencer à fréquenter les cercles artistiques parisiens et être ami avec par exemple Guillaume Apollinaire. Gerda, elle va commencer avec une carrière d'illustratrice dans les journaux humoristiques de l'époque et aussi dans les magazines de mode. Elle va aussi exposer des portraits féminins au Salon d'automne, mais aussi au Salon des indépendants et commencer à se faire un nom sur la scène artistique parisienne. L'histoire dit que c'est en posant pour Gerda que Lili Elbe va découvrir que le genre qui lui a été assigné à la naissance n'est pas le bon. Elle se sent vraiment elle-même en robe et en talons, en tout cas. C'est ce que la légende dit. Quoi qu'il en soit, elle va commencer donc un changement d'identité qui va se voir sur son passeport, mais elle va aussi aller en Allemagne en 1930 pour commencer des opérations de réattribution sexuelle. Et c'est vraiment une première historique. Ce sont des recherches qui tâtonnent un petit peu à l'époque et elle va vraiment commencer à être très médiatisée. Gerda, elle va soutenir Lili Elbe dans sa transition. Les deux femmes vont rester très proches, elles ont un amour très durable et Gerda, elle va beaucoup peindre Lili pendant donc ces années d'amour. Ici, j'ai choisi de vous présenter Gerda et Lili, un portrait des deux femmes qui montre vraiment leur connexion, qui montre leur affection l'une pour l'autre. Je trouve que c'est vraiment un tableau qui a beaucoup de douceur, qui raconte une très belle histoire. Mais alors, quelle est la face cachée derrière cette histoire? Qu'est-ce qui va virer à la tragédie? Leur relation, elle reste très belle. Les deux femmes, elles restent vraiment très proches, mais leur mariage est annulé et elles vont faire chacune leur vie de leur côté, même si elles restent en contact. Et Lili Elbe, elle va refaire sa vie avec Claude Lejeune, qui est un jeune galeriste de l'époque, et elle va vouloir fonder une famille avec lui. Mais c'est là que l'histoire vire au tragique. Elle va donc tenter une greffe d'utérus en 1931, qui va échouer et elle va mourir des complications de cette opération. Gerda, de son côté, elle va épouser un officier italien, mais malheureusement, leur mariage va tourner court, il va la ruiner, et elle va décider de retourner au Danemark sur les terres de son enfance, et elle va y mourir d'une crise cardiaque à 54 ans. C'est donc ici une très belle histoire d'amour, pleine de douceur, mais qui, malheureusement, a assez mal fini
pour les deux femmes, chacune de leur côté. On va parler de l'un des couples les plus mythiques de l'histoire de l'art contemporain, je parle de Marina et Ulay. Ils se sont rencontrés à Amsterdam un 30 novembre, jour de leur anniversaire commun, alors qu'ils travaillaient. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient nés le même jour à 3 ans de différence, et c'est à partir de là que leur histoire a commencé, à partir d'une fascination réciproque. Les artistes vont beaucoup collaborer ensemble, mais ici on voulait vous parler de l'une de leurs performances qui nous a le plus marqué. Dans Waste Energy, les deux artistes tiennent un arc dont la flèche est directement dirigée vers le cœur de Marina Abramović. Ce qui veut donc dire que leur équilibre est la seule chose qui empêche la flèche de partir directement dans le cœur de Marina. Il y a également des petits microphones qui sont placés directement sur leur poitrine, permettant aux spectateurs d'entendre leur battement de cœur. Au fil des 4 minutes et 10 secondes de cette performance, les pulsations deviennent de plus en plus rapides et intenses. Cela ajoute une tension extrême à cette performance. L'œuvre repose entièrement sur un principe de confiance absolue. Le moindre déséquilibre pourrait causer la mort. Cette performance est donc une mise en jeu du corps, du risque et de la relation à l'autre. Cette œuvre n'est pas tragique, mais elle aurait pu l'être, et c'est toute cette tension qui la rend si puissante. Marina et Ulay prévoient plus tard une performance devenue iconique, The Lovers, The Great Wall Walk en 1988. Chacun part d'un côté de la muraille de Chine et ils se rejoignent au centre. Au départ, il était prévu qu'ils se marient après s'être retrouvés, mais obtenir toutes les autorisations prenait 8 ans. Ils ont décidé de se séparer entre-temps. Cette œuvre va devenir leur dernière œuvre ensemble. Au lieu de se marier en se retrouvant, ils vont se séparer, marquant le début de leur chemin individuel et la fin de leur relation amoureuse. En vrai, c'est magnifique, on peut le dire, mais il y a une suite qui a fait pleurer plus d'une personne. En 2009, 21 ans après leur séparation, les deux se retrouveront lors de la performance The Artist is Present de Marina Abramović, réalisée au MoMA, s'asseyant pendant 3 mois, 8 heures par jour sans se lever ni boire ni manger sur une chaise face à une table en bois et regardant dans les yeux chaque personne s'asseyant en face d'elle. On dirait pas comme ça en vrai, mais c'est vraiment une performance assez extrême. Et du coup, durant cette performance, c'est assez incroyable d'ailleurs, Ulay va la rejoindre, il va s'asseoir en face d'elle, la regardant dans les yeux, sans un mot, juste en se tenant la main, et on voit les larmes couler quoi. C'est sincèrement hyper profond parce qu'on voit à quel point ils se sont aimés et que leur amour a été hyper puissant et hyper fort. On ressent toute l'affection qu'ils ont eue et qu'ils ont l'un pour l'autre. Un documentaire est sorti en 2022, 2 ans après la mort d'Ulay, appelé Marina Abramović and Ulay, No Predicted End, qui vaut certainement le détour. Donc on voulait finir avec cette histoire d'amour qui est quand même assez célèbre pour montrer justement que l'amour, aussi belle soit-elle, il peut y avoir une fin et que cette fin n'est pas forcément une fatalité ou un échec. Au départ on voulait finir avec une œuvre encore plus tragique, mais je pense que finir avec Marina Abramović et Ulay, ça met un peu de baume au cœur et en ce jour de Saint-Valentin, ça fait du bien, non ? On a choisi plein d'histoires différentes, plein de personnes différentes, des tragédies qui se cachent dans le tableau directement ou dans la vie des personnes qui sont derrière, mais ça vous montre aussi que l'histoire de l'art, elle est peuplée d'histoires, plus ou moins belles, mais toujours fascinantes. N'hésitez pas à nous dire en commentaire quelle œuvre vous a le plus marqué et à nous suggérer d'autres œuvres dans le genre qui pourraient nous intéresser. N'hésitez pas également à liker, commenter, vous abonner, parce qu'il y a plein d'autres vidéos qui arrivent, on y met beaucoup de cœur et on espère que ça vous plaît.